Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et aujourd'hui on va parler d'une blessure assez commune, c'est la fracture de fatigue. C'est parti. Globalement, les blessures osseuses liées à une contrainte mécanique représentent un spectre de blessures allant de la périostite, causée par une inflammation du périoste, à une fracture de fatigue complète, comprenant quant à elle une rupture corticale totale. La fracture de stress ou de fatigue est une blessure de surutilisation relativement courante chez les athlètes. Elle est causée par une charge susmaximale trop importante de manière répétée sur un os au fil du temps. La définition exacte est une fracture complète ou partielle d'un os incapable de supporter les contraintes non violentes exercées de façon rythmée, répétée et avec une intensité inférieure au seuil fracturaire, selon McBride en 1976. Le mécanisme lésionnel est une insuffisance osseuse locale temporaire, c'est-à-dire que les chocs répétés entretiennent un déséquilibre entre destruction et reconstruction osseuse, laissant place à des lésions osseuses se transformant en microfractures et en fractures de fatigue. Elles sont fréquemment associées à une augmentation du volume ou de l'intensité de la charge d'entraînement. Les fractures de fatigue des membres inférieurs sont des blessures courantes chez les personnes qui pratiquent des activités d'endurance, notamment à forte contrainte mécanique comme la course à pied, et nécessitent l'expertise d'un praticien pour le diagnostic et la prise en charge. Les fractures de fatigue des membres inférieurs représentent 80 à 90% de toutes les fractures de fatigue. L'incidence des fractures de fatigue chez les coureurs avoisine les 16% de toutes les blessures, ce qui est quand même important. Quelles sont les zones les plus touchées? Ce sont d'abord le tibia et sa diaphyse tibiale antérieure qui représentent 50% des fractures de fatigue, suivi par les métatarsiens à hauteur de 20%. Le M2 est le plus touché des métatarsiens par les fractures de fatigue. Le diagnostic précis des fractures de fatigue dépend de la zone anatomique. Quoi qu'il en soit, une reconnaissance précoce de ce dernier est primordiale pour minimiser le risque que les microfractures deviennent des macrofractures. Une classification des fractures de fatigue fut établie entre les fractures dites à haut risque et les fractures à faible risque. Les fractures de fatigue à haut risque sont celles qui présentent un risque accru de propagation de la fracture, de retard d'union ou de non-union. Ceci est normalement dû au fait qu'elles sont situées du côté de l'os où les contraintes mécaniques imposées sont les plus importantes ou qu'elles se développent dans une zone à la vascularisation limitée. On distingue selon Devas également les fractures par traction de celles par compression selon les clichés radiographiques. Le traitement conservateur repose principalement sur la modification des facteurs de risque qui ont mené à la blessure. La gestion des facteurs de risque tels que les contraintes biomécaniques, la nutrition et le surentraînement sont la clé d'un traitement réussi. Important, chez les femmes, pensez à la triade de la sportive. La triade de la sportive comprend les éléments suivants: troubles du comportement alimentaire, troubles du cycle, aménorrhée ou spanioménorrhée, et la baisse de la densité minérale osseuse. Cela peut en effet jouer un rôle prépondérant dans l'incidence des fractures de stress. Les facteurs de risque externes, tels que les programmes d'entraînement et l'équipement, peuvent jouer un rôle dans la gestion du risque des fractures de fatigue. Lorsque la régénération osseuse n'est pas assez importante, cela peut s'avérer être un facteur de risque pour le développement des fractures de fatigue. Par conséquent, la mise en place de périodes de récupération avec un entraînement alternatif sans impact, comme du vélo, de la natation ou un autre sport porté, un entraînement croisé, ça va améliorer les temps de récupération sans diminuer les niveaux de forme physique. Le terrain et l'équipement peuvent aussi contribuer à l'apparition des fractures de fatigue. Les coureurs qui changent de terrain ou qui courent sur des terrains avec un dénivelé important sont plus susceptibles de subir des fractures de fatigue. Il est donc pertinent de limiter le dénivelé et les changements de terrain
pendant la rééducation et pour les entraînements futurs chez les personnes susceptibles de subir des fractures de fatigue. L'utilisation de semelles peut être efficace chez certains athlètes pour réduire les facteurs de stress et sur les extrémités inférieures notamment en augmentant l'absorption des chocs. En outre, la diminution de l'absorption des chocs par les chaussures peut être évitée en changeant tous les 6 mois ou environ tous les 500 km pour limiter les blessures de surutilisation globale. En ce qui concerne les facteurs intrinsèques tels que la nutrition et les variations biomécaniques sont controversés dans la littérature pour la prévention des facteurs amenant à la fracture de fatigue. La littérature actuelle indique que des niveaux élevés de calcium, entre 1500 et 2000 mg, et une supplémentation en vitamine D de 800 à 1000 UI, eh bien ça peut être des éléments pouvant participer à la prévention des fractures de fatigue. Cependant, attention, la littérature est contradictoire sur ce sujet. Les athlètes doivent donc être évalués pour détecter les carences, les troubles alimentaires et les carences induites également par les médicaments avant d'ajouter quelconque supplément. Des facteurs tels que la circonférence du mollet, la masse musculaire, un genum valgum, donc un valgus du genou important, une adduction excessive de la hanche, notamment du fémur, une éversion du pied, peuvent prédisposer les athlètes à des fractures de fatigue. Cependant, l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte reste la charge d'entraînement, qui peut être surveillée par exemple grâce à l'Acute Chronic Workload Ratio. Par exemple, nous avons réalisé un article à ce sujet, le lien sera juste ici dans la bio où il va apparaître par là. Et bien en fait, l'ACWR, c'est un ratio, un outil de mesure utilisant des unités arbitraires afin de calculer la quantité de charge de travail de la dernière semaine, la charge aiguë, sur les 4 dernières semaines, la charge chronique. Vous l'aurez donc compris, le traitement de la fracture de stress réside principalement dans la modification de l'activité. Nous allons tout de même ici vous proposer quelques exercices de remise en charge progressive pour les 2 fractures de stress les plus communes, celle du tibia et celle des métatarsiens. Bien entendu, ces exercices ne sont pas à réaliser tout seul de votre côté. Si vous avez une fracture de fatigue, j'espère que vous êtes suivi par un kinésithérapeute, par un médecin, auquel il ne faut pas hésiter à demander l'autorisation pour réaliser ces exercices. Attention, il ne faut pas trop en faire. L'os, c'est un équilibre fragile entre destruction et régénération. Donc il faut l'avis de votre thérapeute. Cette vidéo est uniquement à titre informatif. Elle ne remplace pas l'avis ou une consultation médicale. En attendant, on est parti pour les exercices. Globalement, quand vous allez prendre en charge une fracture de fatigue du membre inférieur, il va falloir travailler tout le membre inférieur dans son intégralité. Pourquoi? Eh bien, puisque les muscles vont participer à l'absorption des chocs. Ici, nous voyons un travail au niveau du mollet qui en fait nous permet de transférer le poids d'un côté lors de la réalisation de montées sur pointe de pied. Cet exercice peut être utilisé avec beaucoup de variantes, la descente sur un seul pied, mais ici nous utilisons la montée sur 2 pieds, le transfert d'un côté sur la zone lésée, le transfert de l'autre côté où on revient à 50-50 et ensuite on redescend dans la position. Cet exercice est intéressant puisqu'il permet de travailler aussi les muscles intrinsèques du pied et également bien entendu le triceps sural avec les gastrocnémiens puisque le genou est en extension. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler avec des sangles. Ces sangles vont permettre de délester les membres inférieurs avec le travail des bras notamment. Ils peuvent permettre, comme sur cet exercice, de réaliser soit des squats, soit des fentes en ayant un poids du corps réduit sur les zones à risque. Un exercice aussi de renforcement lorsqu'on a une fracture au niveau des métatarsiens, ça va être le travail des éverseurs, comme on peut le voir ici, qui est très intéressant. Et également, cela va être le travail des muscles intrinsèques du pied, notamment avec les fléchisseurs, extenseurs des orteils. Nous pouvons également travailler avec différentes plateformes pour venir mettre un petit peu de poids sur une plateforme qui absorbe un peu plus les chocs et qui est plus souple au niveau de l'impact du pied. Voilà pour les exercices, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, la partie théorique comme la partie pratique. N'hésitez pas à laisser un commentaire, si vous êtes kiné, faites-nous part de votre expérience quand vous avez traité des fractures de fatigue, les cas compliqués, quelle stratégie vous avez mis en place. Et si vous êtes patient que vous avez eu une fracture de fatigue, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait comme traitement, comment la rééducation s'est déroulée. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!